Bon, alors aujourd'hui, on va étudier les voies complexes et paradoxales de l'émancipation des paysans, en particulier le rôle des communautés villageoises dans cette émancipation. Je vais aborder 4 points. D'abord, la formation des communautés villageoises ou paysannes et comment on est passé de ces communautés à la commune à travers des exemples. Ensuite, on verra des exemples d'émancipation ou d'affranchissement à travers 2 exemples pris à des échelles différentes. L'échelle d'un village, d'une part. On retrouve notre village de Villeneuve-Saint-Georges qu'on avait étudié la dernière fois. Et puis, à l'échelle d'une province, la province du Briançonnais, en étudiant la République des Escartons. Puis ensuite, on verra comment ces communautés se sont organisées et se sont soudées et ont été confrontées aux révoltes. Donc j'ai pris plusieurs exemples aussi à des échelles différentes. Celle de villages qui s'étaient structurés, les 24 villages du chapitre de Laon, les Tuchins du Languedoc. Et puis je terminerai sur des révoltes qui remettent véritablement en place, remettent en cause, l'ordre qui avait été établi avec la seigneurie qu'on avait expliqué la dernière fois, à travers la révolte de la jacquerie, la grande jacquerie en France. Et si j'ai le temps, je continuerai en les comparant, parce qu'elles sont très instructives et parce qu'il y a des échanges très importants à cette époque entre la France, l'Angleterre et l'Espagne. 2 exemples de la Catalogne, 2 exemples, la révolte des travailleurs anglais et la révolte des paysans catalans au XVe siècle. Voilà. Donc c'est un programme lourd et j'espère que vous allez me suivre dans cette grande aventure des révoltes. La première chose que je voulais vous dire, c'est que la dernière fois, j'ai réécouté le début, puis Franck me l'a fait remarquer, j'ai donné une nationalité qui n'est pas celle d'Eric Thompson, je lui ai fait traverser l'Atlantique, il n'est pas américain, il est anglais, et ça n'a aucun sens qu'il soit américain, parce que toutes ses études, toute sa démarche, aussi bien historique que philosophique, que humaine, que sociale, elle est enracinée dans l'Angleterre. Donc, bon, voilà, c'était un lapsus, mais je tenais à le corriger parce que c'est vraiment... c'était absurde de le dénaturaliser, en quelque sorte. Je reviens donc brièvement sur ce qu'on avait expliqué la dernière fois. À la dernière séance, on avait mis en place le système seigneurial et on avait expliqué un exemple de résistance à l'imposition de ce nouvel ordre avec la révolte des paysans normands en 996. On avait vu que les seigneurs avaient perdu en 996 et que les paysans avaient reçu du duc de Normandie des garanties. Ils échappent à la justice seigneuriale et à la servitude, contrairement à ce qui se passait dans le reste de l'Europe au même moment, qu'on avait vu d'ailleurs avec la mise en place de la seigneurie banale. D'autre part, ils ont gardé l'usage des forêts, donc l'usage de commun, cet usage des forêts, et par contre, les seigneurs, eux, avaient reçu le monopole des cours d'eau et avec des moulins et des pêcheries. Donc il y avait eu une sorte de compromis qui avait été arbitré par le duc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les Normands avaient échappé par leur révolte à la servitude. On avait vu comment le système seigneurial était un système finalement de rente, une rente qui était constituée sur l'exploitation du travail des paysans et sur la confiscation du surplus par les seigneurs de l'exploitation des terres cultivées par les paysans. Et on avait vu aussi qu'une des façons de se constituer une rente, c'était de remettre en cause les communs et de s'approprier ce qu'on appelle l'inculte. Alors les communs, c'est-à-dire les bois s'ils appartiennent à la commune, les pâturages, des champs qui ne sont pas cultivés, qu'on appelle des terres vagues ou vaines à cette époque. Ensuite, quand on avait étudié la révolte des paysans normands, on avait vu que l'auteur, aussi bien les auteurs du Xe siècle que le roman de Roux, plus tardif, insistait, au XIIe siècle, insistait énormément sur la manière dont se déroulait cette révolte, et il insistait sur le fait que les paysans révoltés avaient tenu des assemblées
avait élu des délégués, les plus instruits, les mieux parlants, comme il était dit, et à plusieurs reprises avait prêté des serments qui les unissaient. Et puis, après, on avait vu que la répression était très féroce, et ce qui justifiait l'emportement et la répression organisée par Raoul d'Ivry, c'était le fait que, je cite, « vilain commune faisait, et de ses droits les dépouillerait, lui comme les autres seigneurs ». Alors, on avait dit qu'en fait, c'était une réalité du XIIe qui était plaquée sur le Xe siècle, qu'utiliser le terme « commune » était un anachronisme pour la révolte du Xe siècle. Ce qu'il aurait fallu dire, à travers ces serments, etc., c'est qu'il existait des communautés villageoises et une solidarité qui s'était manifestée pour la défense des communs, c'est-à-dire de l'usage des collectives de la forêt, contre les usurpations des seigneurs, et que la commune allait se constituer plus tardivement, et ça sera une des raisons, enfin, un des thèmes du premier paragraphe, de voir comment se sont constituées ces communes, ces communautés, pardon, qui existaient donc au Xe siècle au moment de la révolte, et comment elles se sont transformées en communes. Voilà. Donc c'est ce que nous allons étudier maintenant. Je vous avais dit aussi, avec l'exemple du lac de Paladru, comment avec la militarisation de la société, il y avait eu la partition entre paysans et chevaliers, et que les paysans s'étaient regroupés autour de l'église et du cimetière, autour de la paroisse, et qui s'étaient regroupés dans des villages, le village devenant le cadre de la communauté paysanne. C'est pour ça que de temps en temps je dis communauté villageoise ou communauté paysanne, c'est synonyme. Hein, donc si je fais un glissement de vocabulaire, ça ne veut pas dire que je dis autre chose. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais donc expliquer comment s'est organisée cette solidarité paysanne à travers la communauté et comment on est passé de la communauté à la commune. Alors d'abord la communauté. La communauté, il faut bien comprendre que cette communauté, elle existe de fait à cause des pratiques agricoles. Les paysans sont obligés de travailler en commun même sur les terres individuelles. Parce qu'à cette époque, on pratique ce qu'on appelle l'assolement biennal. L'assolement biennal, ça veut dire qu'on laisse en jachère une année sur deux une terre, et puis après il y a rotation, ou l'assolement triennal, hein, donc on laisse en jachère la terre une année sur trois, avec une rotation. Mais il faut que les paysans s'entendent sur les terres mises en jachère et sur la rotation des cultures, et sur le calendrier des rotations. Donc ça se décide au cours d'assemblées villageoises où tout le monde participe, aussi bien les hommes que les femmes, sans distinction sociale, hein, sans aucune distinction, puisque en fait cette gestion, elle va être commune et va concerner l'ensemble des habitants, le terme habitant est très très important, l'ensemble des habitants du village. Bon. Donc ces assemblées, c'est vraiment des organes délibératifs hein, pour la gestion quotidienne de ce travail paysan. Il faut aussi organiser l'usage des communs, hein, c'est-à-dire organiser la vin-pâture, le glanage, qui sont les droits collectifs sur les biens privés, et puis organiser les communs, l'usage des terres communes en propre au village, comme par exemple les forêts, donc là décider du temps de l'affouage, quelles sont les parcelles de bois qui vont être exploitées, la date où on va mettre les bêtes en pâture, en dépaissance, voilà. Tout cela doit être organisé collectivement. Voilà, donc ça ça fait naître la communauté de fait, et puis ensuite il faut entretenir des équipements, le four, le moulin, le pressoir. S'ils n'ont pas été accaparés par le seigneur, qui quelquefois l'a accaparé, on l'avait vu la dernière fois, et c'est devenu le four, le moulin, le pressoir banal, qui est la propriété du seigneur et que le seigneur va
va gérer lui-même hein, dans ces cas-là, mais il y a beaucoup de villages qui garderont l'usage de leur four, de leur moulin et de leur pressoir. Puis après, ben, c'est le lavoir, c'est les chemins, c'est les clôtures qu'on enlève ou qu'on remet en fonction des activités agricoles. Voilà, donc ça, c'est... De fait, les communautés, elles existent, hein, et elles existent à partir de là. Ensuite, ces communautés, elles existent aussi parce qu'elles sont liées à la paroisse. Et là, la paroisse, elle joue un rôle très, très, très important. Je vous ai déjà dit qu'à partir du XIe siècle, chaque village était organisé et devenait une paroisse, et était organisé autour de l'église et du cimetière. Et vous avez tous dans la tête les rythmes que pouvaient donner les rituels religieux qui soudaient ces communautés, des communautés qui sont profondément marquées par la religion, hein, ça c'est une certitude pendant tout le Moyen-Âge. Rituels, des fois des rituels qui sont des rituels païens et qui ont été récupérés par l'Église, comme la bénédiction des récoltes, la bénédiction des champs, etc. Hein, toutes ces cérémonies, elles soudent cette communauté qui doit participer à ces rituels, avec des obligations comme par exemple le rituel de Pâques où personne n'y échappe. Voilà. Donc ça aussi, ça soude cette communauté. Je vais insister aussi sur quelque chose de très important, ce sont les cloches. Hein, donc il y a un historien qui s'appelle Corbin qui a fait une très très belle étude sur les cloches et qui a montré le rôle déterminant des cloches dans la vie de la communauté. Alors cette cloche, elle rythme la vie des gens, hein, l'horaire des gens, on entend l'angélus, on entend les vêpres, ça donne un peu, c'est en quelque sorte une horloge. Mais ces cloches, elles jouent des rôles aussi très très importants au moment de la mort, au moment des baptêmes, etc. On sonne les cloches. Et puis, c'est ce qui sert aussi de tocsin, d'alerte. Et vous verrez que chaque fois qu'il y a des révoltes, les cloches sonnent avec un vocabulaire des cloches qui renseigne les gens sur qu'est-ce qu'il faut faire en entendant tel ou tel son de cloche ou tel rythme de cloche. Presque toutes les révoltes, lorsqu'elles s'étendent, elles s'étendent parce que les cloches sont sonnées et sonnent de ville en village. Et souvent, la circonférence de la paroisse correspond aux distances où la cloche est audible. Voilà. Alors, autre chose qui a soudé, bien sûr, ces communautés, eh bien, c'est la nécessité de lutter contre les usurpations des seigneurs et contre pour la défense des usages et la défense des communaux, et aussi la lutte contre toutes les formes de servitude qu'a imposé la seigneurie entre le Xe et le XIe siècle. Voilà. Donc, c'est face à cette menace, en quelque sorte, il y a des historiens qui disent que la communauté véritablement existera lorsqu'elle devra se défendre. Hein, c'est face à ces menaces qu'on va voir véritablement fonctionner ces communautés et fonctionner leur solidarité. Alors, ces communautés, elles vont prendre un caractère officiel quand elles vont devenir des communes. Alors, ce que je vous dis, c'est de manière générale, parce que la transition de la communauté à la commune, elle ne va pas être achevée partout. Il y a beaucoup de communes villageoises. Les communes urbaines, c'est quelque chose de très très fréquent, mais il y a beaucoup de communes villageoises, mais il restera des villages sans commune, qui n'auront que la structure de communauté. Alors, pour se transformer en commune, il y a en quelque sorte deux étapes. La première, c'est ce qu'on appelle les chartes de communes. Alors, ces chartes de communes, ce sont des chartes qui sont négociées ou qui sont obtenues par des révoltes ou par des tensions entre la communauté villageoise et le seigneur, ou qui sont achetées par cette communauté villageoise au seigneur. En général, elles sont achetées, et si les seigneurs les accordent, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Alors, ces chartes de franchise, ce sont des chartes qui accordent un certain nombre de libertés, et on en étudiera une, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux, et qui exemptent aussi de taxes ces communautés, et en particulier des taxes qui sont liées à la servitude. En même temps, ces chartes, elles vont limiter l'arbitraire des exigences seigneuriales. Mais alors, quand on négocie avec quelqu'un, ça veut dire qu'on accepte aussi
le système dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire que les communautés villageoises vont obtenir des libertés et vont obtenir des garanties contre l'arbitraire du Seigneur, mais en même temps, elles vont reconnaître de fait leur dépendance par rapport au Seigneur. C'est un marché, et vous verrez que souvent c'est un marché de dupes par rapport à l'émancipation des paysans. Alors, à partir de là, ça se fait fin Xe siècle, début du XIe siècle, ça se met en place, ces chartes de franchise. Et à partir du XIIe siècle, on voit des concessions beaucoup plus importantes. Et ces concessions, c'est ce qu'on les retrouve dans les chartes de communes. Et dans ces chartes de communes, vous aurez beaucoup plus de droits et de libertés qui vont être accordés par le Seigneur. Et surtout, il va y avoir la reconnaissance, je veux dire officielle en quelque sorte, des institutions de la commune. C'est-à-dire que les communes vont se réunir, vont élire des représentants qui porteront des noms différents. Ça peut être des échevins au nord de la France, des consuls au sud de la France. Ces représentants d'ailleurs sont élus sur un mandat. Ils doivent rendre compte de leur mandat. Et très souvent, d'ailleurs, il faut, dans de nombreuses communes, en particulier dans le sud de la France, et on verra dans le Briançonnais en particulier, il faut attendre 5 ans avant d'être réélu. Donc, voilà, il y a des pratiques qui sont quand même des pratiques assez intéressantes par rapport au fonctionnement de ces communes. Alors, ces communes, elles reçoivent, c'est très très important, le droit de justice, et le droit de se défendre, le droit de constituer une milice, le droit de police, c'est-à-dire c'est elles qui vont surveiller les marchés, surveiller les poids et mesures, etc. Le droit d'avoir un sceau, et quelquefois on a retrouvé, et c'est pour ça qu'on peut étudier certaines communautés, une maison de village, une maison commune, on appelle ça une maison commune, avec des archives qui vont conserver donc toutes les délibérations qui ont été faites par ces assemblées de communes. Donc, elles ont cette existence officielle, et ces communes, elles peuvent, par exemple, si elles ne sont pas d'accord avec des agissements des seigneurs, porter leurs différends en justice. Et dans ce cas-là, ça va se remettre en place à partir du XIIe siècle. Elles vont pouvoir porter en justice leurs différends au-delà de la seigneurie, c'est-à-dire dans la justice royale, dans la justice donc, qui va réencadrer la justice qui est la justice seigneuriale. Donc là aussi c'est très, très important. Alors, qui participait à ces assemblées? Eh bien, en général, c'était l'ensemble des habitants. En tout cas, tous les hommes et les femmes, lorsque celles-ci étaient veuves, donc elles avaient le droit de vote. Mais la participation aux assemblées, elle était vraiment liée à tous les habitants. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une différence peut-être entre ceux qui allaient élire les députés, les représentants, excusez-moi, les échevins, les consuls, mais la discussion elle-même, elle admettait l'ensemble des habitants. Alors, on est bien sûr dans une... ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on est dans une structure patriarcale où la décision reste aux hommes. Voilà. Même s'il y a une certaine autonomie des femmes dans la communauté villageoise. Alors, je voudrais vous dire une belle expression, c'est que c'est le terme général que l'on a retrouvé souvent dans les textes pour désigner les élus des communautés, qui avaient donc des mandats dont ils devaient rendre compte. On les appelait des commis de confiance. Et moi, je trouve cette expression très belle qu'il faudrait peut-être réactualiser. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, donc là, j'insiste là-dessus, c'est que je vous présente le bon côté des choses, c'est-à-dire vous montrer qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une démocratie au village. Donc, il faut bien, j'insiste sur le patriarcat d'une part, et sur d'autre part, il ne faut pas se masquer qu'il y a des inégalités sociales très importantes et qu'il y a une élite, les plus instruits, les mieux parlants de notre révolte. Cette élite, elle sert souvent d'intermédiaire entre les plus petits et le seigneur, puis ensuite l'administration royale.
Et ce qui fait qu'on est élite, eh bien, c'est bien sûr la propriété foncière. Alors quand je dis propriété, c'est la propriété d'usage, hein, ce n'est pas la propriété réelle, puisque la propriété éminente, elle appartient au seigneur. Mais dans les tenanciers, il y a des tenanciers qui ont des tenures beaucoup plus importantes. Et puis il y a aussi des alletiers qui ont leur propre terre et qui peuvent participer, bien sûr, à la vie de la communauté. Et puis, ce qui va faire qui vont être des élites, c'est le fait qu'ils sont ouverts sur le reste, dans un espace beaucoup plus important, parce que leur terre leur permet de dégager suffisamment de production pour pouvoir ensuite participer au commerce. Et donc, il y a cette ouverture par le commerce, par le marché, à la ville, ou même de manière un peu plus, avec des échelles beaucoup plus amples, on le verra. Donc ça, c'est aussi ce qui va former les élites. Et puis ensuite, la dernière chose, c'est l'instruction, hein, qui va déterminer si on est des élites ou pas. Alors, la question qu'il faut se poser pour la communauté villageoise, c'est face à un ennemi commun, est-ce que la communauté, avec ses classes sociales différentes, va rester soudée? Ou est-ce qu'il y a des moments où finalement la priorité de la classe va l'emporter sur la nécessaire solidarité commune contre l'ennemi commun? Voilà. Et donc il y a des moments où les clivages vont se faire, d'autres moments où on va retrouver la communauté soudée, hein, dans des pratiques communautaires ou dans des luttes contre un ennemi commun. Alors, la dernière chose que je voudrais vous dire là-dessus, c'est que ces chartes, la plupart du temps, enfin tout le temps, elles donnent lieu, même s'il y a révolte, même s'il y a eu tension, elles donnent lieu à des marchandages, et donc la communauté doit acheter sa charte au seigneur, et cela coûte très cher. Alors, j'essayais de voir à quoi correspondaient les sommes qui étaient données par les différents historiens. Je ne suis pas arrivée à voir à quoi ça correspondait concrètement, donc je ne vous donne aucun chiffre par rapport à ces sommes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les communautés sont obligées de s'endetter pour acheter leur liberté, que cet endettement, ça remet quelquefois en cause même les libertés, parce que ne pouvant s'acquitter de leurs dettes, eh bien, la communauté retombe en servitude, ou alors cette communauté est obligée d'aliéner une partie de ses communs, de vendre une partie des communs pour pouvoir payer des dettes. Voilà. Et il y a, dans le bassin parisien, on a des exemples de communautés qui se sont endettées, mais elles qui se sont endettées auprès des financiers de la ville de Paris, hein, auprès de la bourgeoisie parisienne. Et en fait, la bourgeoisie parisienne a mis, par ce système-là d'endettement, a mis un pied, à partir du XIIe siècle, a mis un pied dans les campagnes et s'est constitué, par le remboursement des dettes, s'est constitué une rente sur le travail des paysans. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien. Alors, nous allons maintenant, après avoir vu ça, on va voir un petit peu comment ça se passe concrètement, ce que je vous ai dit, à travers donc deux exemples de chartes. La charte de Villeneuve-Saint-Georges, et j'ai appelé ce petit paragraphe le prix de la liberté, charte qui a été accordée en 1250, et ensuite on verra la République des Escartons en 1343. Alors sur la charte de Villeneuve-Saint-Georges, je ne vous ai pas donné de texte, parce que le texte était d'une complexité tellement grande, et puis je préférais m'attarder sur l'autre. Alors, quand je dis que l'abbé de vous savez que Villeneuve-Saint-Georges dépendait, hein, de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Donc, c'est l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, enfin le chapitre de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui accorde, ou plus exactement, les habitants de Villeneuve-Saint-Georges achètent au chapitre de Saint-Germain-des-Prés sa charte. Alors, cette charte de franchise va supprimer 3 marques de servitude. Ces 3 marques de servitude, il y en a 4 en fait, hein, mais dans le bassin parisien, il n'y en avait que 3 qui étaient pratiquées. La main morte, le fort mariage et la taille à merci. Alors, la taille à merci, c'est le plus simple, c'est la possibilité pour les seigneurs de tailler comme ils veulent,
dans l'arbitraire le plus complet, donc de faire payer des taxes, hein, comme il l'entend, sans respecter aucune coutume, selon son bon vouloir. Voilà. Donc ça, c'est la première forme de servitude. On l'avait vu la dernière fois quand on avait vu des corvées à merci. Hein, c'est la même expression, ça dépendait du bon vouloir du seigneur. La main morte, c'est une taxe sur l'héritage. Le tenancier l'enfant du tenancier, le fils du tenancier, est l'héritier de son père à sa mort. Mais pour recevoir son héritage, il paye une taxe au seigneur. Donc ça rappelle qu'il y a une relation de servitude entre le tenancier et le seigneur. Voilà. Et puis le deuxième, s'il ne paye pas cette taxe, s'il n'a pas la possibilité de payer la taxe, il perd sa tenure. Hein. Et puis après, il y avait plein, selon les... Bon, enfin, je passe parce que c'est trop compliqué. Le fort mariage, c'est une obligation pour le serf de se marier avec un serf de la famille, enfin, du domaine du seigneur. S'il veut échapper à ce mariage, il doit payer. Voilà. Donc, les serfs n'ont pas la liberté de fonder une famille et n'ont pas la liberté de faire hériter leurs enfants. Voilà. Donc, les habitants de Villeneuve-Saint-Georges tiennent bien sûr très fortement à ça parce que la possibilité de fonder une famille librement et la possibilité de transmettre ses biens, et pour les paysans c'est fondamental, ses biens à ses enfants, c'est la base du fonctionnement d'une communauté villageoise. Hein, donc c'est pour ça qu'ils se battent véritablement là-dessus. Donc ils l'ont obtenu. Donc ça c'est un acquis, mais il y a des limites très importantes. C'est que l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés a stipulé que cette communauté ne devait pas se mettre en commune. Il lui est interdit de former une commune. Donc ça, c'est vraiment une restriction très, très importante. Et puis la deuxième chose, c'est que sur le texte, il est rappelé tout ce que les paysans doivent, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle des coutumes. Les coutumes qui étaient orales et qui vont dans la charte de franchise devenir écrites, donc elles sont fixées. Et le seigneur, qui est un seigneur ecclésiastique, là, va en profiter pour mettre le paquet, quoi. Vraiment imposer toute une série de choses qui n'étaient pas forcément exigibles avant la charte de franchise. Alors, en particulier, le seigneur exigeait, rappelait que les paysans devaient des corvées, et il précise vraiment toutes les corvées qui doivent être faites. Il est précisé aussi que les paysans doivent obligatoirement utiliser le four, le moulin et le pressoir du seigneur, ce qu'on appelle donc les banalités. Ensuite, il est précisé que le seigneur peut à tout moment demander à ses paysans de se mobiliser pour la défense du seigneur, donc dans des guerres privées. Et ensuite, il est précisé aussi, alors ça c'est tout à fait particulier, il est précisé que les paysans doivent obligatoirement acheter le vin de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à partir de Pâques, c'est-à-dire lorsque le vin est prêt à être commercialisé, les paysans n'ont plus le droit de vendre leur propre vin ou leur réserve, et ils doivent eux-mêmes acheter obligatoirement, même s'il leur reste du vin, le vin de l'abbaye. Voilà. Donc, vous voyez, alors là, bon, j'ai résumé, mais il y a toute une série de mesures précises. Il faut mettre tant de clôture, tant de jours de surveillance des portes. Enfin bon, bref, tout est dit par le menu, hein, pour vraiment figer, hein, toutes les obligations des paysans. Donc, si vous avez bien compris, les paysans ont gagné beaucoup de choses quand même. Hein. Ils ont gagné un certain nombre de libertés, mais en même temps, le seigneur a réaffirmé, hein, sa domination sur les paysans. Et la seigneurie est confirmée, hein, par cette charte de franchise. Voilà, c'est pour ça qu'on peut parler un peu d'ambiguïté dans cette charte de franchise. Le cheuvage, alors le cheuvage,
c'est chef, c'est une taxe par tête. C'est une taxe qui est plus symbolique, parce qu'elle est dérisoire, mais simplement la cérémonie, ça donne lieu à une cérémonie, ce cheuvage, c'est-à-dire que tous les ans, le seigneur réunit ses serfs, et ceux-ci doivent placer sur leur bonnet quelques pièces de monnaie, se baisser, alors c'est une épreuve un peu importante, hein, sans les faire tomber, et l'officier du seigneur ramasse ces pièces sur la tête des paysans. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et c'est vraiment un signe où on rappelle la soumission, hein, c'est un signe de soumission. Alors, c'est pas pratiqué partout, hein, c'est quelque chose qui va disparaître, mais quand les paysans sont vaincus et qu'on rappelle qui sont les serfs, ben on rappelle leur servitude, et quand on rappelle leur servitude, eh bien on fait une manifestation publique où l'obligation de participer à ce cérémonial, où les paysans sont obligés de participer à ce cérémonial, et en public, parce que c'est le témoignage de l'Assemblée qui fait la servitude aussi. Hein. Voilà. Bon. Alors maintenant, nous allons étudier, on change d'échelle, on va étudier la République des Escartons. C'est quelque chose de très, 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 très intéressant. C'est quasiment une exception en France. On peut retrouver un petit peu la même chose dans le Jura, dans le Massif central ou dans les Pyrénées, mais aucune organisation n'aura la durée et la vitalité de ce grand escarton. Cette République des Escartons, elle est née en 1343, et on va l'étudier à partir du document 2. Alors, il y a un document 1 qu'on ne va pas étudier aujourd'hui parce que voilà, ça serait trop long. On en parlera si vous voulez dans la discussion ou la prochaine fois. On passe tout de suite au document 2. On étudie à partir de la transaction d'Humbert, dauphin du Viennois, prince du Briançonnais, avec les syndics et producteurs des communautés, et procureurs des communautés de la principauté du Briançonnais en Dauphiné. Donc tout ça, c'est le titre du texte. Alors cette transaction, elle va être signée entre le dauphin Humbert II et les syndics de 51 communautés du bailliage de Briançon. Le bailliage est une circonscription administrative. Hein. Et ça se passe 6 ans avant que le Dauphiné soit intégré, on dit transporté, dans le royaume de France. Alors c'est très important que ça se soit passé avant, parce que les provinces, lorsqu'elles seront incorporées dans le royaume, elles vont obtenir de garder l'originalité de leur fonctionnement. Si bien ce que les villageois du Briançonnais ont obtenu, ils vont le conserver, hein, même si le statut du Dauphiné va changer et va être intégré ensuite donc à ce royaume de France. Alors, ils vont obtenir cette charte avec ces 51 communautés. Ça correspond à 7200 feux. À ce moment-là, on comptait en feux, c'est-à-dire en famille. Hein, le feu, c'est le foyer. Et ça correspond à peu près à 40 000 habitants. Donc 40 000 habitants sont concernés par cette charte qui comprend 38 articles. On va en étudier quelques-uns. Et le dauphin, bon, bien sûr, s'il fait ça, c'est qu'il a besoin d'argent et il va négocier ça contre une somme énorme qui sera... Alors, il va négocier le fait que ces communautés vont pouvoir les payer en 8 ans. Hein, donc, il va étaler le paiement. Et ensuite, tous les ans, ces communautés devront payer une somme d'argent au seigneur. Enfin, ici, au dauphin, et ensuite, lorsque ça sera intégré au roi de France. Alors, en fait, cette cette transaction, ou charte, grande charte, elle va en fait faire la synthèse de toute la série de chartes que les communautés
avait déjà obtenu précédemment et va faire un grand texte qui sera un texte qui ne bougera plus jusqu'à la Révolution française. Alors, si les communautés villageoises du Briançonnais ont pu obtenir ce qu'on va voir qui est énorme par rapport au reste des communautés villageoises du reste de la France, c'est qu'en fait déjà elles étaient profondément soudées et qu'elles étaient soudées parce que les contraintes du milieu naturel de la région du Briançonnais l'obligeaient. Une partie des activités agricoles du Briançonnais est liée à l'élevage. Et donc là, il faut organiser la transhumance, il faut organiser les estives l'été en altitude, il faut organiser le package dans les bois juste à la fonte des neiges. Tout ça, ça se fait forcément de manière communautaire. Et puis, les villageois organisaient aussi, quand on fait de la transhumance, bien, il faut être en contact avec les autres villages, et c'était organisé par vallée. Donc il y avait déjà toute presque une fédération qui s'était faite pour organiser les travaux agricoles. Et puis l'autre chose qui rendait aussi la communauté très forte, très, très liée, c'est que dans les vallées, il y avait le problème de l'eau, et donc il fallait absolument organiser collectivement l'irrigation. Et à ce moment-là, bon, les villageois s'entendaient aussi entre eux. Et la dernière chose, c'était l'érosion. L'érosion par les inondations, ou si on défriche trop, ben les sols sont très fragiles et donc il y a des éboulements, etc. Donc il fallait organiser la maîtrise de l'usage des forêts de manière à respecter en fait l'environnement. Et donc ça c'est ce qui soude en quelque sorte ces communautés. Et puis ils ont profité aussi d'un contexte politique particulier, à savoir que comment on appelle ça ? Le dauphin Humbert II, donc, qui va céder ensuite son dauphiné, avait besoin de lutter contre les seigneurs et il s'appuyait, et c'est souvent le cas, sur les communautés paysannes contre les seigneurs. Et il va y avoir une alliance qu'on va retrouver assez souvent d'ailleurs entre le bon roi ou le bon duc dans une relation paternaliste avec ses paysans. Ça va durer jusqu'à la Révolution française, puisque vous savez que dans les cahiers de doléances, souvent, ces cahiers sont adressés à notre bon roi. Voilà. Donc il y a cette relation qui se met en place, et les paysans s'engouffrent dans la brèche, en quelque sorte. C'est ce qui explique, entre autres, cette possibilité et ces acquis de ces paysans. Alors on va analyser le texte en prenant les différentes clauses. Alors d'abord, c'est l'article 35. Le dit seigneur dauphin, voulant favoriser de plus en plus sujets et habitants des communautés du Briançonnais, a décidé, statué et ordonné qu'ils seront tous, sans exception, tenus et regardés désormais comme hommes libres, francs et bourgeois, et qu'ils rendront hommage au dit seigneur dauphin en baisant son anneau ou la paume supérieure de la main, ainsi que les hommes francs et libres, et non les 2 pouces du dit seigneur, comme font les gens du peuple. Donc ça aussi c'est très... Enfin moi je trouve ça remarquable, qui est tout cette gestuelle, et c'est la gestuelle qui est performative, qui fait... C'est le fait de pouvoir baiser la paume qui rend la personne libre. Donc ça, c'est assez extraordinaire, devant témoin à chaque fois. Alors, donc, si on a bien compris, le Seigneur accorde le statut d'homme libre, franc et bourgeois. Et là, c'est un statut intermédiaire entre la noblesse et la roture. Et intermédiaire, pourquoi ? Parce qu'avec ce statut, les Briançonnais, les habitants du Briançonnais vont retrouver le droit de chasse, ils vont retrouver le droit de s'armer, d'avoir le port d'armes, qui était réservé, comme on a vu, à la noblesse. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les privilèges de la noblesse, de fait, vont disparaître. Et on va voir, et c'est ça, bon, je brûle un petit peu les étapes, mais ce qui va faire l'originalité de cette région, c'est que la noblesse va disparaître. Et il n'y aura plus de place pour la noblesse.
Et quand le roi Louis XIV va vouloir bien contrôler tout son royaume et va faire établir par ses officiers un cadastre, et donc on a un cadastre qui date de 1697, et bien pour le Briançonnais, les terres seigneuriales n'occupent plus que 1,6% des terres. Voilà. Donc on est dans une originalité vraiment particulière. On reviendra encore là-dessus parce que c'est très important. Alors, vous voyez bien qu'il faut toujours baiser la main. D'accord? Donc ces hommes-là restent toujours sous la dépendance du dauphin. Le seigneur, c'est le dauphin. D'accord? Donc là, la suzeraineté delphinale puis la suzeraineté royale, elle est toujours affirmée. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Briançonnais devront toujours demander confirmation de la charte. Et chaque fois qu'un roi arrive au pouvoir, les Briançonnais redemandent la reconnaissance et ils vont l'obtenir comme ça 11 fois de suite. Et la dernière fois qu'ils vont le reconnaître, c'est en 1775 où le roi Louis XVI va reconnaître à nouveau les franchises du Briançonnais. Donc une vie très longue pour cette affaire. Alors, on continue. Article 8. Le dit seigneur dauphin a voulu accorder aux dites communautés le pouvoir et la faculté d'imposer elles-mêmes et de lever des deniers sur les habitants et chaque personne particulière des dites communautés, avec liberté de s'assembler pour leurs nécessités et affaires communes relatives à tout ce qui peut les intéresser et autres choses licites et nécessaires. Donc là, en fait, le dauphin accorde la pleine liberté pour les communautés de s'assembler librement et elles s'assemblent sans autorisation du représentant du roi, donc du bailli, sans aucune autorisation des autorités, pour tout ce qui concerne les affaires de la commune et pour le budget. Ce qui veut dire qu'elles ont leur propre budget. Et ensuite, et ça les seigneurs s'y retrouvent, et là le dauphin s'y retrouve, elles ont pour tâche aussi de répartir les impôts royaux et puis cet argent qui est dû pendant 8 ans pour le prix de la liberté, et puis ensuite la redevance annuelle que les habitants doivent payer, qui est contenue dans cette charte. Alors, donc ils s'assemblent, là dans le cas, l'assemblée est composée de tous les chefs de famille d'au moins 20 ans, avec la présence des veuves. Ils élisent donc des consuls ou des syndics, et c'est là qu'en particulier est appliquée la règle que je vous ai dit, le mandat d'1 an, renouvelable, rééligible qu'au bout de 5 ans. Alors, bon, ces consuls, ils ont beaucoup de tâches, donc celle en particulier de répartir les impôts, de gérer le budget de la commune, et puis ils sont responsables de tout ce que je vous ai dit sur le fonctionnement des communautés. Alors, quand je vous dis que les seigneurs s'y retrouvent, c'est qu'il n'a pas besoin d'une administration, du coup, pour lever les impôts. Donc, vous voyez, il y a à chaque fois une balance en quelque sorte égale. Et ces communautés, elles voudront toujours payer, ce que je vais appeler d'une manière générale la taille, ou les impôts royaux, parce que tant qu'elles payent, eh bien, le roi ne met pas son nez dans leurs affaires. Voilà. Et donc, c'est quelque chose que l'on va retrouver jusqu'à la Révolution, cette façon vraiment de tout organiser pour être quitte, en quelque sorte. Alors, le dauphin, dont je ne vous ai pas mis toutes les clauses, le dauphin va accorder aussi aux communautés la possibilité de se regrouper, ce qu'elles avaient déjà ébauché, mais qui va être officiel. Les 50 communautés vont se réunir en escartons par vallée. Il va y avoir 5 escartons. Et chacune envoyant 1 ou 2 députés aux assemblées de leur escarton, qui se tiennent librement 2 fois par an, les députés étant mandatés par leur
par leur communauté, n'ayant le droit de prendre des décisions qu'après avoir rediscuté avec leur village. Et puis, ces 5 escartons sont fédérés dans un grand escarton. Hein, c'est pour ça que je vous ai parlé d'escarton. Et ce grand escarton reçoit des députés des 50 communautés villageoises sous la présidence du consul de la ville de Briançon. Et en fait, une des tâches essentielles de ce grand escarton, c'est d'organiser le paiement de la taille, des impôts au roi, et d'escartonner, c'est de là que ça vient, c'est-à-dire de répartir les impôts entre chaque communauté villageoise, chargée elle-même de répartir les impôts entre chaque habitant du village. Donc l'escarton, ça vient de ce sens-là. Voilà. Et le rôle du grand escarton, ce sera vraiment de défendre les communautés, de défendre leur liberté. Ensuite, je continue. Le dauphin accorde des libertés économiques, c'est l'article 17. Donc, c'est toujours pareil, il dit que les communautés peuvent en tout temps faire des béals, c'est-à-dire des petits canaux d'irrigation, prendre les eaux aux rivières et ruisseaux pour l'arrosage de leurs terres sans payer aucune taxe, bon, c'est un roche dans le texte, redevance ou service audit seigneur dauphin. Donc là, ils ont le plein usage des eaux pour l'irrigation, et puis ce sera aussi pêcherie, moulin, etc. Voilà. Donc ils ont la pleine possession des terres et des usages collectifs. Alors ici, je vous ai donné l'exemple des eaux, mais il y a exactement la même chose pour les forêts. Et ils vont obtenir, et pour les pâturages de haute et moyenne altitude. Et ce qu'ils vont obtenir, ce n'est pas simplement l'usage, mais ils vont en obtenir l'assurance de la propriété. Voilà, ce qui est donc les communautés villageoises du Briançonnais ont la propriété en propre, on dit qu'ils sont propriétés en propre de leurs terres communales. Autre concession, ils vont être exonérés de toutes les taxes sur la circulation des marchandises, sur la circulation des hommes. Et là, pour cette région, c'est très 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 important parce que un des compléments d'activité de ces paysans va être très 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 rapidement l'artisanat, parce que ces paysans sont pauvres, donc on survit avec les produits de l'agriculture, mais le peu d'argent qu'on peut avoir, c'est par des activités annexes. Et ces activités annexes, ce sera la petite industrie textile, et puis ce sera le colportage. Et les colporteurs vont faire du colportage transalpin, donc ils vont beaucoup se passer de l'autre côté des Alpes et circuler en Italie, et puis ils vont même circuler à plus grande échelle, puisqu'ils vont aller même, pour certains, jusqu'en Amérique latine. Donc, bon, peu importe, mais il y a cette activité de colportage qui est très importante, et bien sûr, il ne faut pas avoir à payer des taxes de circulation. Et cette liberté commerciale, elle va permettre une petite richesse, une petite aisance, on va dire, à ces communautés villageoises. Bon. Alors, le grand escarton, il a réussi à se maintenir, contre toutes les offensives qui vont être faites par la monarchie, des offensives fiscales, donc ils vont s'en tenir à ce qui est contenu dans la charte, les offensives contre les communaux, et on verra la prochaine fois qu'il y a à la fin du XVIIIe siècle une offensive royale contre les terres communes, mais ils ont obtenu la propriété en propre, et le roi n'arrivera pas à remettre en cause cette propriété en propre, alors qu'il va trouver des stratégies assez rusées pour le remettre dans d'autres régions. Ils vont garder l'usage de la forêt, et ceci malgré aussi une offensive royale contre les forêts. Colbert a mis en place ce qu'on appelle le Code forestier en 1669, Code forestier qui rétablit
l'autorité du roi sur l'ensemble des forêts de France, que ce soit des forêts seigneuriales ou des forêts communales. Eh bien, les Briançonnais vont plaider leur cause et ils vont garder l'usage de leur forêt parce qu'ils vont prouver qu'ils en ont un usage écologique, en quelque sorte, un respect de la... Et ça va se retrouver aussi au XIXe siècle, lorsqu'il y aura une nouvelle offensive sur le statut des forêts, au début du XIXe, et les Briançonnais vont encore garder l'usage de ces forêts. Alors, leur drame, c'est qu'en fait, à la fin de la guerre de succession d'Espagne, la région du Briançonnais va être partagée entre la France et l'Italie, et le Grand Escarton va éclater. Il y aura, je ne me souviens plus des proportions, oui, 3 escartons qui vont rester en France, autour de Briançon, et puis les autres vont passer en Italie. Donc ça va affaiblir le Grand Escarton, mais malgré tout, les habitudes vont rester, c'est-à-dire qu'il restera des échanges importants entre les deux parties de l'ancien Briançonnais qui est coupé par cette frontière. Alors, le texte que je vous ai donné, il a été réédité par la communauté du Briançonnais, par le Grand Escarton du Briançonnais, en 1788, et au moment où on est en train de rédiger les cahiers de doléances, et lorsque vont être élus les députés pour participer aux États généraux. Et les gens du Grand Escarton ont dit, nous n'allons pas rédiger des cahiers de doléances puisque nous avons tout déjà dans notre charte. Ce qu'on veut, c'est le maintien de notre charte. Et deuxièmement, nous élisons des députés, mais nous n'allons pas les élire comme ça est imposé par le roi, nous n'allons pas les élire par ordre. La noblesse ayant disparu, la société n'étant pas organisée par ordre, ils vont refuser la pratique l'usage qui a été fait des élections des députés aux assemblées, aux États généraux. Et ensuite, autre chose qui est très très intéressante pour ce Grand Escarton, c'est lorsque la Révolution française va mettre en place en 1790 le découpage avec communes, districts, départements, eh bien le Grand Escarton va disparaître officiellement, même si les liens vont rester. Le Grand Escarton disparaît et les habitants du Briançonnais ne sont pas tout à fait d'accord avec le système électoral qui se met en place, puisque c'est le suffrage censitaire à 2 degrés. Il faut avoir un certain nombre un revenu qui correspond, non pas, excusez-moi, pas revenu, attendez, que je ne dise pas de bêtises, oui, un impôt qui est, voilà. Pour être électeur, il faut payer un impôt. Pour être éligible, il faut payer un impôt plus grand. C'est ce qu'on appelle le cens. Et ce cens va être évalué en journée de travail. Donc, si on paye un impôt qui correspond à 3 journées de travail, on peut être électeur. À 10 journées de travail, on peut être éligible. Qu'ont fait les Briançonnais? Ils ont dévalué la valeur de la journée de travail. Au lieu de valoir 1 livre, elle valait 10 sous. Si bien qu'en fait, quasiment tous les habitants de Briançonnais, riches et pauvres, ont pu participer aux élections municipales. Voilà. Alors, on voit aussi, vous voyez, toute l'ambiguïté de ce que va être la Révolution française. Je vous le dis déjà un petit peu, voilà, parce que ces structures qui se mettent en place, et en particulier la structure des 36 000 communes de France. Pourquoi il y a eu ces 36 000 communes? C'est parce qu'elles ont tenu compte de l'existence de ces communautés villageoises. C'est-à-dire que même dans ce souci de clarification, d'organisation rationnelle du territoire, eh bien, il a fallu tenir compte de ces communes, de ces communautés, de ces anciennes communes pour faire les communes modernes. Mais en même temps,
le système administratif qui s'est mis en place a effacé les anciennes organisations qui existaient jusqu'à la Révolution française. Bon, alors on pourra peut-être voir comment, on verra plus tard comment finalement les gens s'en sont sortis de cette affaire, mais c'est toute l'ambiguïté de l'organisation révolutionnaire. Bon, alors, je vais aborder le troisième point maintenant. Ah oui, juste une petite chose quand même que je veux vous dire. J'ai emprunté évidemment ces analyses à une historienne que j'ai eu le plaisir de connaître, qui s'appelle Nadine Vivier, qui est une grande historienne des communautés et des communs, et qui, ça c'était dans sa thèse, puis a un peu expliqué toute l'affaire que je vous ai évoquée, et elle se dit mais comment ça se fait que en fait ces communautés elles sont restées aussi, ça a pu fonctionner, et finalement il n'y a pas eu de trop grandes tensions, et des tensions sociales en particulier qui vont les faire éclater. Dans les Pyrénées, les exemples qu'elle a étudiés, elle montrait que dans les communautés, au lieu de rester à peu près une démocratie, elle dit qu'il s'est constitué des plutocraties. C'est-à-dire en fait, il y a eu des différences sociales très grandes et qui ont fait que les élites ont pris le pouvoir et elles n'ont pas eu autant d'intérêt à garder les pratiques communautaires. Et là, elle insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y avait pas de très grandes différences sociales, hein, et c'est la pauvreté partagée, en quelque sorte, qui faisait que ça a tenu. Elle insiste aussi sur le fait que la société n'était pas une société d'ordre, et puis elle insiste beaucoup sur l'instruction. Et ce qui est assez remarquable, c'est que des enquêtes ont été faites dans le Briançonnais au début du XVIIIe siècle, et on s'est rendu compte que 90% des hommes savaient lire, qu'à peu près le même nombre de femmes étaient alphabétisées, c'est-à-dire qu'elles savaient, par exemple, sur les registres paroissiaux, ce n'était pas une croix, mais c'était le nom complet qui était écrit. Alors, il y avait des grosses différences, bien sûr, d'instruction entre les filles et les garçons. Et cette scolarisation, elle était due au fait que ces communautés s'étaient attachées à avoir un instituteur. Et elles avaient donc des instituteurs, et même des instituteurs en surnombre, parce qu'il y avait des colporteurs instituteurs qui allaient à la saison morte, hein, qui allaient dans d'autres villages. Et donc, elle estime que c'est véritablement cette instruction qui a été fondamentale dans le fonctionnement de cette communauté. Les femmes et les filles étaient instruites parce qu'à la saison morte, souvent, les hommes étaient absents, hein, pour des activités de colportage ou de travail sur les grands chantiers. Hein, donc il était nécessaire, et c'est là qu'on voyait qu'elles avaient véritablement leur indépendance, parce que là, elles étaient présentes comme veuves en quelque sorte, hein, et donc cette instruction des femmes aussi était fondamentale. Et donc cette historienne, elle insiste beaucoup sur cet aspect-là pour expliquer cette force. Alors, petite parenthèse, lorsque Guizot va mettre en place l'école obligatoire dans chaque commune, avec des instituteurs, eh bien, nos colporteurs instituteurs ou du Briançonnais ne vont plus pouvoir exercer leur activité, hein, et certains disent que les enfants y ont perdu au change dans cette affaire. Bon, alors, on va voir maintenant nos révoltes. Oui, la solidarité à travers des révoltes. Alors, j'ai pris deux exemples de révoltes. La révolte des villages du chapitre de Laon et ensuite, puis peut-être que je serai obligée de m'arrêter là, la révolte des Tuchins. Alors, la révolte des hommes de corps des 24 villages qui dépendent du chapitre de Laon, c'est 1338 1340 et ça correspond au document 3. Alors, cette révolte des 24 villages, alors vous voyez 24 villages, ça veut dire 24 villages qui se sont structurés
pour se révolter contre le chapitre de Lens. Le chapitre de Lens, chapitre, ça veut dire qu'on est dans une seigneurie ecclésiastique, et c'est l'évêque ou l'archevêque, je ne sais plus, de Lens, qui était particulièrement sourcilleux sur ses droits, qui va être l'objet de la révolte. Alors ce texte, il est connu, cette révolte, elle est connue par une lettre de rémission qui a été accordée par le roi Philippe VI et qui a été délivrée en 1338. Alors une lettre de rémission, c'est une lettre de la chancellerie dans laquelle il est dit que le roi remet la peine et remet le crime, c'est-à-dire qu'il absout, il amnistie en quelque sorte la personne qui a été condamnée. Cette personne retrouve à la fois sa renommée, parce que ça c'est très important, elle n'est plus soumise à l'infamie, et elle retrouve ses biens. Et bien sûr, elle n'a pas à exécuter le châtiment auquel cette personne a été condamnée. Alors là, cette lettre de rémission, elle est un petit peu particulière, parce qu'on ne parle pas des révoltés qui auraient été remis par le roi, mais on parle des officiers que le roi a envoyés pour mater la révolte des villageois, et ils se sont tellement mal comportés qu'eux-mêmes étaient soumis à un jugement. Et donc le roi a remis, a innocenté ces officiers et les a couverts en disant « je leur ai donné l'ordre de faire ça, je ne l'ai pas écrit, mais oralement je leur ai dit de faire ça, et s'ils l'ont fait, c'est pas ce que j'ai voulu, donc ils sont innocents en quelque sorte, il ne faut pas tenir compte de leur acte, et il est nécessaire, pour montrer qu'ils avaient bien raison de s'en prendre aux paysans, de montrer que les paysans avaient commis véritablement des forfaitures. Donc on va charger les paysans pour innocenter en quelque sorte les officiers qui s'en sont pris aux villageois. Alors, les habitants des 24 villages avaient noué entre eux des conspirations et des alliances sur leur foi et par leurs serments pour résister et s'opposer aux dits doyens et chapitres, afin que ces derniers ne puissent pas lever sur eux les tailles, ainsi que les autres impôts qui leur sont dus. Donc ça, c'est le texte. En menaçant les chanoines et les agents de les tuer ou de les blesser, s'ils venaient les arrêter ou saisir leurs biens. Donc là, on retrouve toujours le même scénario, vous voyez, hein, les gens qui se réunissent par serment et qui forment une conjuration. Et c'est pour lutter contre l'arbitraire de la taille à merci qui était imposée par le seigneur de Lens et qui était un marqueur de servitude. Alors, pour régler le conflit, le roi envoie 2 commissaires accompagnés d'officiers du chapitre qui montrent les lettres royales ordonnant de s'exécuter. Néanmoins, ces habitants ont été totalement rebelles et désobéissants envers nos gens, et ceux du doyen et chapitre, faisant preuve de leur grande outrecuidance. Ils se rassemblèrent contre eux au son des cloches, ils s'armèrent et les assaillèrent, les injurièrent et les pourchassèrent, criant avec eux à haute voix « À mort, aux meurtriers, aux larrons !» et disant qu'ils n'obéiraient ni à nous, ni à nos ordres, qu'ils ne feraient rien pour nous. Ils firent tout leur possible pour retirer à nos gens nos lettres de commission, pour les rompre et les déchirer. Et c'est ce qu'ils auraient fait, et ils auraient mis à mort nos gens, ceux des doyens du chapitre, et tous ceux qui étaient avec eux, s'ils ne s'étaient pas enfuis. Dans l'un des villages, ils brisèrent et mirent en pièces notre sceau, qui pendait à nos lettres, avec notre image qui s'y trouvait. Alors là, le roi s'emporte, parce que qu'est-ce qu'on s'en prend? On s'en prend à l'image du roi, et briser l'image du roi, c'est un crime de lèse-majesté, et tout crime de lèse-majesté est puni par la peine de mort. Alors, le roi va organiser la répression, il va demander alors à ses commissaires d'établir l'ordre et de rétablir la justice.
Ils retournent enquêter et vont arrêter les principaux incitateurs et émeutiers du commun peuple, comme il était dit. Finalement, par la délibération d'un bon conseil où figuraient plusieurs chevaliers et notre bailli de Vermandois, avec un grand nombre d'autres personnages, tant nobles que bourgeois, parmi les plus capables du pays, nos conseillers et commissaires, sans faire d'autres enquêtes et sans prendre plus de temps, afin d'éviter les périls et les haines qui pouvaient s'en suivre du fait du soulèvement du peuple des habitants qui devait se monter au nombre de 40 000 ou environ, et en vertu du commandement que nous leur avons fait par oral, ils s'occupèrent de juger ceux et celles coupables qui furent pris. De la manière suivante, ils furent exécutés et mettre à leur dernier tourment, et là suit la liste de 9 personnes qui vont être exécutées, de 9 prisonniers qui vont être exécutés sur la place du village, et de même, ils firent brûler au fer rouge sur les joues, et suit la liste de 6 femmes. C'est ce qu'on appelle flétrir. Quand on brûle ou qu'on flétrit les femmes, c'est par un fer, on les brûle en inscrivant une fleur de lys sur leur peau, et là c'était sur leurs joues. Les hommes qui étaient envoyés aux galères, c'était le signe des galères qu'on mettait aussi, donc une flétrissure. Ce qui est intéressant aussi, en l'occurrence, c'est qu'il y a 6 femmes qui ont été prises. Donc on voit bien le rôle aussi très très important des femmes au moment des révoltes. Alors, ces hommes, ils ont été donc exécutés avec une procédure très très rapide, et ces commissaires n'ont pas respecté en fait le déroulement normal d'un jugement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette lettre de rémission. Donc après l'exécution, on pouvait imaginer que... Ah oui, autre chose. Après l'exécution, il y a une cérémonie qui a été organisée où, en fait, tous les habitants ont dû défiler devant les représentants du chapitre et ont rappelé qu'ils étaient serviles. Et ils ont mis en scène, la scène que j'ai décrite tout à l'heure, pour bien rappeler leur servitude. Bon, donc ils étaient toujours soumis au cheval. Alors rien n'avait changé pour eux, et c'est pas, malgré la répression, les 24 villages ont refusé de payer la taille à merci. Donc ils ont continué à faire de l'obstruction avec procès, amende, etc., qu'ils ne payaient pas. Donc finalement, au bout de 2 ans, le roi a prononcé une sentence arbitrale pour régler ce conflit. Il va nommer 2 commissaires pacificateurs qui vont dresser la liste de tous les hommes et de toutes les femmes des 24 villages, 3700 personnes qui vont être recensées. Et un accord va être passé entre le seigneur de Laon, donc l'évêque ou l'archevêque, je ne sais plus, et puis les paysans. Ils vont accepter de payer la taille, mais un montant global qui va les absoudre de payer régulièrement la taille. Voilà. Et ensuite, les amendes et tout ça vont être réduites et échelonnées. Donc il y a vraiment une préoccupation de ménager financièrement ces villageois. Et ensuite, la taille que devront payer les communautés villageoises sera définie et fixée définitivement. Donc on ne sera plus dans le cadre de la taille à merci et sera réduite. Alors, on ne supprime pas, bien sûr, toutes les marques de dépendance, mais on les réduit. Ce qui veut dire en fait que ces paysans sont délivrés en quelque sorte de l'arbitraire de la seigneurie. Et après, les gens qui ont étudié cette révolte se sont rendus compte, ont étudié ensuite toutes les chartes de franchise du XIVe et du XVe siècle, et en fait on se rendra compte que finalement, à la fin du XVe, nos villageois ont gagné. C'est-à-dire qu'à force de rapports de force, etc., et d'arbitrage royal, parce que ça c'est fondamental, ils vont obtenir leur complète liberté par rapport à la servitude. C'est-à-dire que toutes les marques de servitude auront disparu. Mais là, ça veut dire aussi qu'on rentre dans une autre époque
où en fait c'est l'arbitrage du roi qui règle les choses. Le roi a réglé les choses par la répression, il a réglé le conflit aussi par un arbitrage, ce qui veut dire que la seigneurie est en moins bonne posture. Et on sera à une époque où justement va commencer à s'effacer la seigneurie en tant que pouvoir, et va se réorganiser le pouvoir royal, mais la seigneurie en tant que domaine vivant du travail, de l'exploitation des paysans, va durer bien sûr jusqu'à la Révolution française. C'est la nuit du 4 août et puis la suite qui va supprimer le système seigneurial. Bon, alors là, c'est une autre révolte, et c'est une révolte qui est très très intéressante. Et c'est la révolte des Tuchins. Alors, si vous voyez bien, en fait, quand on regarde les dates, 1338-40, 1380-83, celle que j'étudierai après, donc la prochaine fois, 1358, la révolte des travailleurs anglais, 1381, on est vraiment, c'est le XIVe siècle. Hein. Et puis la révolte des paysans de Catalogne, c'est le XVe, mais cette révolte, elle dure sur un très long temps, et elle va aboutir finalement au XVe siècle avec un petit décalage dans le temps pour la Catalogne. Alors, donc ça veut dire qu'on est dans une situation de crise, de remise en cause de cette seigneurie dans des circonstances un petit peu particulières, qui sont ces circonstances étant celles de la guerre de 100 ans. Mais on va y revenir. Donc là, on va parler de cette révolte des Tuchins qui est connue par une chronique d'un anonyme qu'on appelle le religieux de Saint-Denis, c'est le document 4. Alors voilà ce qu'il dit. Des bandes nombreuses de misérables qu'on appelait Tuchins à cause de leur vie désordonnée avaient tout à coup surgi comme une nuée de vers et s'étaient montrés sur tous les points de la contrée. Laissant là les travaux des métiers et la culture des terres, ils s'étaient réunis et engagés par des serments terribles à ne plus courber la tête sous le poids des subsides. Donc, voilà le récit qu'en fait, le récit que fait donc ce religieux de cette révolte. Cette révolte, elle se situe dans le Languedoc, mais le Languedoc de l'époque, c'est un vaste territoire. Et c'est une révolte qui va se dérouler sur 3 ans, de 1381 à 1383, avec des points de fixation. Et là, dans cette époque 1381-1383, c'est particulièrement la région qui est comprise entre Pont-Saint-Esprit, Uzès, Beaucaire et Bagnols-sur-Cèze. Alors, peut-être que vous pouvez dire précisément où se trouve le Gard. Voilà. Et donc, Bagnols-sur-Cèze va être en particulier le centre nerveux de cette révolte. Alors, ça commence par des bandes qu'on appelait Tuchins. Alors, il y a le mot bande, toujours, hein, alors cette idée qu'on s'organise, hein, et puis qu'on prête serment, etc. On a toujours ça dans la tête. Hein. Tuchin, alors, le Tuchin, c'est le nom qui a été donné par l'adversaire. Les révoltés, eux, se sont appelés compagnons. Mais l'adversaire dit Tuchin. Alors, qu'est-ce que ça désignait? Les Tuchins, ben, on a utilisé ça pour criminaliser pour dévaluer, pour criminaliser le révolté. Tuchin, ça voulait dire, ça vient de touche. Touche est un mot médiéval qui veut dire bois ou forêt. Les Tuchins, c'était ceux qui allaient se réfugier dans la forêt. Ils allaient se réfugier dans la forêt pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils étaient hors la loi, parce qu'ils ne voulaient pas payer les taxes. Et ensuite aussi, ils se réfugiaient dans les forêts parce qu'ils prenaient, on va dire l'expression contemporaine, ils prenaient le maquis. La forêt devenait un lieu de résistance. Alors, ça c'est l'origine du mot, mais ensuite, quand on va dire Tuchin, ça voudra dire que ce sont des brigands, et ce sont uniquement des vulgaires pillards. On va dévaluer leur action en disant que ce ne sont que des actions de brigandage. Et le mot Tuchin va même devenir une insulte. Si on dit à quelqu'un « t'es un Tuchin », c'est vraiment une insulte terrible. Et même la personne qui raconte ça, l'historien qui raconte cette histoire, dit que 30 ou 40 ans après, il y a quelqu'un qui a été dans la région, qui a été accusé, traité de sale Tuchin,
et il s'est fâché, il a pris un couteau, il a poignardé la personne qui l'avait insulté, et il a été innocenté. Parce que vraiment, l'insulte était tellement importante qu'on avait le droit de se défendre. Hein, voilà. Donc c'est devenu une insulte très forte. Si bien que quand on baptise cette révolte, les révoltes, on les appelle tuchins, ça veut dire qu'on les méprise absolument. Alors, dans les révoltés, eux, ils prenaient le nom de compagnon, et s'ils prenaient le nom de compagnon, ça voulait dire en fait, ça renvoie à une organisation qui est une organisation de type militaire, et ça renvoie en fait à l'organisation que se donnaient les communautés villageoises quand elles créaient leurs propres milices d'autodéfense. Bon, alors qui sont ces misérables? Ces misérables, il est dit qu'ils laissent là les travaux des métiers et les cultures des terres. Donc ça veut dire que ce sont des paysans, et ce sont aussi des artisans. Alors soit ce sont les artisans des faubourgs, et dans les petites villes que je vous ai énoncées, il y avait donc ces artisans, mais ce sont aussi les paysans à double activité, c'est-à-dire les paysans artisans, hein, qui se révoltent. Alors, ces gens sont organisés en bandes, et on s'est rendu compte qu'ils étaient organisés, enfin les historiens ont reconstitué un peu leur fonctionnement, et ils sont organisés en bandes de 20 ou 30 personnes. Ils élisent à leur tête un chef, un capitaine, ils se réunissent donc, ils sont engagés par les serments, et ils font des expéditions, on va essayer un petit peu de voir quelles sont ces expéditions, et entre deux expéditions, ils rentrent chez eux. Ils rentrent dans leur communauté villageoise. C'est-à-dire, enfin, donc cette espèce de brigandage, entre guillemets, hein, ce sont des coups qui sont faits, et puis une fois que l'opération a été faite, ils rentrent. Donc ça veut dire qu'il y a une solidarité complète entre la communauté et puis ces brigands. Hein, donc c'est des gens qui agissent en quelque sorte en complicité avec la communauté, qui quand ils rentrent chez eux, rentrent dans leur village, ils sont mis à l'abri, ils sont cachés. Et puis quand on prend le maquis, puis qu'on fait des opérations de commando, pour dire les choses enfin, un peu vulgairement, eh bien il faut bien qu'il y ait trouvé des complicités, puis trouver des appuis, puis trouver du ravitaillement, des abris. Hein, et si ces gens ont pu tenir comme ça pendant plusieurs années, c'est bien qu'il y avait des liens très étroits avec les communautés. Et donc c'est bien le reflet aussi, hein, de cette solidarité communautaire dont je voulais vous parler. Alors, pourquoi se révoltent-ils? Ils disent qu'ils ne veulent pas courber la tête sous le poids des subsides. Donc c'est une révolte qui est faite contre le fait que l'on impose des taxes, qu'on impose de nouveaux impôts, en l'occurrence ici, plus particulièrement dans le Languedoc, qui avait jusqu'à présent avait été épargné. On impose la gabelle sur le sel. Alors la gabelle sur le sel rapporte énormément d'argent, mais c'est un des impôts les plus impopulaires, hein, parce que c'est un impôt, une taxe sur quelque chose qui est fondamental. Hein. Donc cet impôt sur le sel, c'est un produit indispensable, et vraiment les paysans ont toujours lutté contre cette gabelle. Alors, pendant toute l'histoire de la gabelle, c'est l'histoire des révoltes ou les histoires de comment on appelle ça, de fausses gabelles, de trafic de gabelles, voilà. Donc, bon, on n'y reviendra pas, mais c'est quelque chose de marquant. Donc, ils se révoltent contre cette gabelle, contre ce nouvel impôt, particulièrement injuste, puisque c'est un impôt indirect. Vous savez que les impôts indirects touchent plus les pauvres que les riches, hein, puisqu'ils les touchent de la même manière, hein, donc c'est plus sensible pour les paysans. Et ils sont c'est d'autant plus comment dire, insupportable, c'est que alors j'ai oublié de vous dire, mais bon, la personne qui récolte le fruit de cette gabelle, c'est le représentant du roi dans le Languedoc. Le représentant du roi dans le Languedoc qui a la fonction de lieutenant, qui a été institué par le roi, c'est le duc de Berry, le fameux duc Jean de Berry
des enluminures, les riches heures du duc de Berry, c'est lui. Hein. Donc c'est un grand mécène, c'est quelqu'un qui a énormément besoin d'argent, et il a un petit peu confondu ce qui pouvait être l'argent public, qu'on commence à considérer comme de l'argent pour l'utilité des choses publiques, et puis le mécénat pour sa propre gloire. Donc cette gabelle était d'autant plus impopulaire qu'on savait qu'elle allait dans les poches du duc de Berry plutôt que de servir à l'ensemble de la communauté. Ou de servir aussi à ce qui était indispensable, en l'occurrence, dans le contexte actuel, c'est-à-dire de servir aux dépenses de guerre, puisque la France était rentrée dans un conflit. Donc, je vous ai dit que c'était une taxe contre la gabelle, mais c'est aussi une révolte, excusez-moi, contre la gabelle, mais c'est aussi une révolte d'autodéfense. Et c'est ça qui est aussi très, 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 très important. On est en pleine guerre de 100 ans, et le Languedoc est victime de deux choses. Elle est victime d'une part des exactions du duc de Berry qui essaye d'asseoir son autorité, l'autorité royale sur cette région, et qui envoie ses troupes sur le sol, et ces troupes, elles ont le droit de gîte, et elles ont le droit de réquisition pour vivre quotidiennement, ce que ne supportent pas les paysans. Et les paysans sont victimes aussi des routiers, hein, c'est-à-dire des compagnies de soldats qui se battent sur le sol du Languedoc et qui, entre deux combats, vivent sur l'habitant. Voilà. Alors ces routiers ont l'habitude de faire des razzias, hein, vous imaginez bien quels sont le comportement de ces guerriers, et surtout de s'en prendre aux biens des villageois. Alors, que font ces fameux tuchins? Ben, ces tuchins, ils vont organiser la défense des paysans et la défense des communautés villageoises. Et ils vont même être embauchés quelquefois par des villes, comme en particulier Bagnols, pour assurer la propre défense de ces petites villes, ou la défense des villageois. Ils vont par exemple organiser la sûreté lorsque les paysans font leur récolte. Ils vont organiser la sûreté des récoltes pour empêcher justement ces razzias des soldats. Par exemple, quand une razzia aura été faite, eh bien, ils vont récupérer ce qui a été razzié. Ils vont faire aussi une opération, non, je vais passer tous les détails. Enfin voilà, c'est ce genre-là d'action que vont faire ces fameux tuchins. Et là, ça va durer pendant 2 ans, hein, ce mode de fonctionnement. Alors, ce qui est très important, et ces tuchins, cette révolte des tuchins, elle va être réprimée d'une manière très très féroce par le roi, par les armées royales. Alors ces armées royales, elles mettront du temps à intervenir parce qu'elles avaient d'autres révoltes au même moment à apaiser. Il y avait la Flandre qui s'était révoltée, il y avait Paris qui s'était révolté aussi. Donc une fois que tous ceux-là ont été soumis, l'armée royale va débarquer au Languedoc et va faire un véritable massacre contre ces tuchins. Il va y avoir véritablement une révolte très très, une guerre sans merci contre ces tuchins. Mais ce qui est très très intéressant dans cette affaire et ce qui n'a pas été admissible, et c'est pour ça, parce que finalement c'est pas terrible ce qu'ils ont fait ces tuchins, mais ce qui était inadmissible, c'est qu'ils avaient créé en quelque sorte cette armée d'autodéfense, que cette armée d'autodéfense, elle était organisée, que les paysans prenaient en charge eux-mêmes leur défense, que c'était une communauté d'égaux en quelque sorte. Et ça, eh bien, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être admissible, c'était des espaces de liberté dans la lutte en quelque sorte, qui ne pouvaient pas être admissibles par les autorités royales. Et c'est la raison essentielle qui explique la répression si forte qui s'est abattue au moment du conflit. Et ce qui explique aussi qu'il était absolument indispensable de dire que c'était des brigands
pour briser les solidarités qui s'étaient mises en place. Donc, quand on dévalorise la lutte, eh bien, on fait en sorte que les communautés ne soutiennent plus ces brigands. Et puis, dissocier aussi la lutte qui était faite dans les campagnes de la lutte qui va être faite au même moment dans les villes. Donc, ça, c'était indispensable aussi. D'où une façon, en quelque sorte, de lutter en nommant et en disqualifiant. Bon, finalement, après, le roi, après avoir véritablement lancé une guerre sans merci, va faire une amnistie générale et va interdire la poursuite pour complicité, en quelque sorte, de Tushina concernant les villageois qui avaient soutenu ces Tuchins. Voilà. Donc, bon, je vais m'arrêter là parce que... Et on abordera la prochaine... Ce que tu as dit à propos des escarpins, ça me fait penser d'abord dans le fonctionnement du colporteur et ensuite dans le fait qu'il y avait des écoles partout. Ça m'a fait un rapprochement avec le fait que c'était du monde où il y avait les Gaulois qui étaient implantés. Or, les Gaulois, depuis le XIIe siècle, ils avaient des barbes, qui s'appelaient des barbes, c'est-à-dire qui passaient pour les colporteurs, mais qui étaient en réalité des missionnaires qui passaient de communauté en communauté pour apporter la Bible. La Bible qui était un texte qu'ensuite la communauté protestante va revendiquer aussi comme étant à interpréter par le fidèle et non pas par le clerc. Et en particulier, ça implique qu'il y a eu ce développement énorme des écoles. Dans toutes les vallées vaudoises, aussi bien dans le Briançonnais que dans les vaudoises italiennes, dans les plus petits villages, dans les plus petits hameaux, il y avait des écoles qui fonctionnaient. Donc je pense qu'il y avait un lien entre tout ça. On voit qu'il y a suite un métro protestant avec aussi le texte sur les Tuchins, là, la personne qui écrit ça, qui rapporte ça, j'arrive pas à sentir si c'est complètement un regard de jugement négatif qu'il a là-dessus, ou si, je sais pas. Quand on dit, quand ce sont des misérables, misérable, c'est pas les miséreux. On pouvait dire miséreux, misérable. Misérable, c'est péjoratif. À cause de leur vie désordonnée. Oui, tu vois, la dernière phrase est quand même des choses un peu plus ambiguës. On surgit comme une nuée de verre. Tu vois, c'est quand même. Et puis surtout, c'est que l'expression Tuchin, c'est une expression dévalorisante. Donc en fait, il y a. Mais c'est vrai, après. Alors, se sont engagés par des serments terribles, tu vois, c'est vraiment... Alors, par contre, si tu veux, le texte qui raconte la révolte des Tuchins, cet extrait est très 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 court. Donc, après, il passe à autre chose. Et c'est par des recoupements et puis par d'autres textes que l'histoire des Tuchins a pu être faite. Et puis, je vous ai parlé des Tuchins du Languedoc, mais... En fait, ce mouvement, il a touché aussi d'autres régions, et il y a eu le même type de révolte dans le Massif central, et puis des révoltes aussi partout où il y avait des expéditions liées à la guerre de 100 ans, avec ces expéditions, comment dire, qui avaient pour but non pas de gagner, mais d'affaiblir l'ennemi, et donc c'était des marches puis des allers-retours comme ça où on détruisait tout sur son passage, et donc sur tous les territoires qui avaient été touchés par ce mode de combat, il y a eu ce type de résistance, mais elles ont toujours été condamnées parce qu'en fait, en quelque sorte, chacun a été à sa place. Cette hiérarchisation qui a été faite entre ceux qui combattent, ceux qui prient et ceux qui travaillent, c'est quelque chose qui existe très fortement jusqu'à
jusqu'à l'époque où le roi va rétablir son autorité, c'est-à-dire à partir des années 1600. Donc il est très rare qu'il y ait une sympathie entre l'Église et les révoltes. Ce qui me fait faire cette remarque, c'est le fait de... À ne plus courber la de tête. mettre en relief le fait des serments terribles, à ne plus courber la tête sous le poids des subsides. Ça veut dire quand même qu'il y avait une clairvoyance assez... Bah, il y a quand même... pour noter ça déjà, ça veut dire qu'il sent bien que c'est ça qui est en jeu. Quand même. Donc, c'est la reconnaissance de l'État difficile. C'est vrai que l'expression, oui, tu as raison. C'est vrai, ne plus courber la tête, c'est vrai que c'est une belle... Il a la conscience, presque pas qu'il le valorise, mais enfin il le dit. C'est vrai. Quelle est la date de la révolte des Bouchers? 1381-1383. Pardon? 1381-1383. La saison. Ah, Les mois, parce que c'est curieux de constater quand même qu'il s'agisse de l'an ou de la Jacquerie, et même des Anglais, c'est toujours en mai, ça fait 27 de 68. en fait, pour les paysans... Alors 1338, 1358, tu vois, bon, c'est le printemps qui fournit les révoltes. En fait, c'est le printemps, mais c'est mai-juin, juillet aussi, tu vois, c'est mai, juin, juillet, et en fait, c'est bien souvent au moment de la soudure. Et si on est dans une période où il y a eu des mauvaises récoltes, ou un hiver pourri qui a pourri les réserves, eh bien on n'arrive pas jusqu'à la soudure. Alors, on ne meurt pas de faim, parce que quand on meurt de faim, on ne se révolte pas, on n'a pas la force. Mais on subit des difficultés, et ces difficultés, elles rendent toute taxe nouvelle, toute nouveauté insupportable. Et c'est vrai que, enfin là, en fait, je l'ai mis plusieurs fois, c'est souvent, effectivement, mai, juin, juillet, que les choses se passent. Quand est-ce que la gabelle cesse à avoir cette importance, ce poids sur les communautés? Ah ben la gabelle, c'est tout le temps, hein. Non, mais dans l'histoire. Ah mais tout le temps, parce que sous Louis XIV, la gabelle, c'est presque la moitié des revenus, c'est la moitié des revenus des impôts indirects. C'est énorme. Nos communautés, Le sel était le pétrole, oui, ça je le comprends. sel était le pétrole à Québec. Ça s'arrête quand, la gabelle? Oui. La Révolution? La Révolution. Mais voilà, alors dans les comment ça s'appelle, les cahiers de doléances, eh bien, les ennemis qui reviennent souvent, ce sont les gabelous, hein, ceux qui viennent jusque dans nos cuisines goûter si la soupe est salée, hein, voilà. Et puis il y a les fermiers, c'est-à-dire ceux qui tiennent à ferme, qui ont obtenu de tenir à ferme la levée des impôts. Alors, c'est ce qu'on appelle la ferme générale, les fermiers généraux. Voilà. Donc, ce sont des gens qui avancent au roi le montant de l'impôt et qui sont chargés de récupérer avec un bénéfice, hein, cet impôt. Et donc, les ennemis, en quelque sorte, hein, c'est le gabelou, c'est-à-dire l'officier chargé de surveiller le fonctionnement, et puis les malversations sur le trafic de sel est puni très très fortement, de plusieurs années de galère. Avec récidive, on double les années de galère. Alors pourquoi aussi cette taxe était très très injuste? C'est parce que la société d'Ancien Régime, c'est une société de privilèges. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a dans certaines régions, il y a des régions qui sont exemptées de la taxe sur le sel. Il y a des régions de petites gabelles et des régions de grandes gabelles. Et sur la frontière entre ces régions, évidemment, il y a du marché noir, des trafics. Et ces trafics sont très, très, très sévèrement punis.